Chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. L'année 1863 a vu la naissance d'une organisation qui a aidé au cours de l'histoire d'innombrables personnes victimes de la guerre. C'est le Comité international de la Croix-Rouge. En 150 ans d'action humanitaire, ses membres ont été les témoins des conflits armés aussi atroces que complexes. Et aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'un travailleur humanitaire expérimenté, M. Pierre Krahenbuhl. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du département des opérations du Comité international de la Croix-Rouge. Et aujourd'hui, nous allons parler avec vous de votre expérience sur le terrain, votre réflexion sur le travail humanitaire et bien sûr les défis auxquels fait face la Croix-Rouge aujourd'hui. Mais avant de commencer notre discussion, voyons ensemble ce reportage. C'était le 17 février 2013, le 150e anniversaire de la fondation du Comité international de la Croix-Rouge ou CICR. Ces 150 dernières années, la Croix-Rouge est venue en aide à des millions d'individus de par le monde et a permis d'améliorer le quotidien de nombreux habitants de pays en guerre, leur permettant de retrouver l'espoir face à la torture et aux atrocités des conflits armés. Dans les conflits régionaux d'aujourd'hui, comme en Syrie ou au Mali par exemple, où sévissent des conflits armés, la Croix-Rouge est toujours présente, menaçant inlassablement ses opérations humanitaires. Le 17 février 1863, le Suisse Henri Dunant et 4 autres compatriotes fondent à Genève le Comité international de secours aux blessés de guerre, qui sera renommé Comité international de la Croix-Rouge en 1875. C'est une institution neutre et indépendante basée à Genève en Suisse. Son mandat découle essentiellement des conventions de Genève de 1949. Plus de 1400 personnes spécialistes et généralistes sont actuellement déployées à travers le monde en mission sur le terrain pour le CICR. Elles travaillent avec quelques 11 000 employés locaux et leurs activités sont soutenues et coordonnées par quelques 800 collaborateurs basés au siège à Genève. Notre invité d'aujourd'hui, Pierre Krahenbuhl, travaille justement au CICR. Licencié en sciences politiques et relations internationales, il est entré au CICR en 1991. Après avoir effectué des missions au Salvador, au Pérou, en Afghanistan et en Bosnie-Herzégovine, il a occupé la fonction de chef des opérations pour l'Europe centrale et du Sud-Est à Genève. En 2000, il est devenu conseiller personnel du président avant d'être nommé au poste de directeur des opérations en 2002. À l'heure actuelle, beaucoup de pays sont malheureusement menacés par des conflits armés. Donc, comment l'organisation choisit-elle les régions à aider en priorité? Alors ça, c'est un des grands défis qui se posent au CICR en permanence parce qu'en fait, nous sommes confrontés au mélange de conflits de longue durée, comme par exemple l'Afghanistan, où nous sommes présents depuis 30 ans, la Colombie, 40 ans, ou Israël et les territoires palestiniens, également 40. Et en même temps surgissent toujours des nouvelles crises, comme plus récemment la Syrie ou la situation au Mali. Et le défi pour nous au CICR, c'est de réussir à maintenir nos engagements sur les conflits de longue durée, tout en ajoutant évidemment des moyens sur les nouvelles. Donc je dirais que c'est beaucoup plus que les priorités s'imposent à nous, plutôt que la possibilité, nous, de les choisir. Donc c'est comme ça que nous abordons la réponse humanitaire dans ces conflits. Mais est-ce que les personnels sont suffisants pour couvrir tous ces conflits? Alors, sur les 10 dernières années, par exemple, nous avons augmenté le personnel du CICR d'environ 30% pour pouvoir aborder de nouvelles crises, comme c'était le cas en Irak à partir de 2003 ou d'autres situations comme le Darfour au Soudan. Donc il faut parfois pouvoir monter, ce qui nécessite à la fois des moyens humains et matériels pour pouvoir s'adapter. Et d'où vient le financement aujourd'hui pour le CICR? Alors l'essentiel du financement du CICR vient de gouvernement, puisque ce sont les États qui nous ont donné le rôle que nous jouons à travers les conventions de Genève, qui étaient signées en 1949, et qui prévoient un rôle spécifique du Comité international de la Croix-Rouge dans les théâtres de conflit. Et à travers ça, les gouvernements ont accepté de nous donner des contributions volontaires, donc 90% vient des États. Ensuite, nous avons 5 à 6% qui viennent des Croix-Rouges et Croissants-Rouges nationaux, et 3 à 4% qui sont des dons privés.
Et vous avez mentionné le rôle de la CICR et en fait pour la plupart des spectateurs on pense surtout au travail humanitaire, c'est-à-dire que sauver des personnes en danger, mais un membre de votre organisation a expliqué aussi la CICR a vocation de rappeler aux gens avec des armes, aux gens au pouvoir que la guerre a des limites. Donc comment expliquez-vous ce rôle? Alors c'est vrai que nous avons deux rôles complémentaires qui se passent en même temps. C'est-à-dire que d'un côté, les conflits produisent des conséquences pour les populations. C'est par exemple, les gens sont blessés, alors il faut les évacuer, il faut pouvoir soutenir les hôpitaux dans différents pays du monde. Actuellement, le CICR soutient une centaine d'hôpitaux à travers le monde, dans différents endroits. C'est avec du matériel, en formation. Mais nous avons aussi un rôle, effectivement, pour rappeler les responsabilités des partis. C'est-à-dire que nous allons nous asseoir avec les armées gouvernementales, mais aussi avec des groupes non étatiques, pour leur rappeler toute l'importance, lorsque des opérations militaires sont en cours, de protéger les civils, ce qui est quelque chose qui est aujourd'hui un des plus graves problèmes dans le monde, c'est qu'au fond, très souvent, les combats ont lieu au milieu des villes, dans des endroits très peuplés, où les civils sont exposés à des actes de violence délibérés, des représailles. Donc le CICR doit s'asseoir, rappeler ces règles. C'est un travail très difficile, parce que c'est beaucoup plus facilement accepté que vous ameniez de l'assistance médicale ou de la nourriture que de voir une organisation s'asseoir et puis rappeler les règles aux combattants. Un autre domaine dans lequel nous faisons ça, c'est quand nous visitons des prisonniers qui sont détenus par différentes autorités ou groupes pour rappeler l'importance de respecter le traitement de ces prisonniers, que la torture est interdite, que les mauvais traitements doivent être bannis. Mais ça nécessite beaucoup de persévérance pour pouvoir faire ce travail. Et vous avez des cas vraiment réussis dans ce domaine. Quel poids a le CICR sur ce genre d'influence? Alors, il faut être honnête et modeste par rapport à ça, mais je pense qu'il y a des situations où nous avons pu faire évoluer des pratiques et des comportements. Je pense à des situations que j'ai moi-même vécues en Amérique centrale, où au fil des années, quand le CICR devenait plus connu et le rôle du CICR mieux accepté, on a pu contribuer à des changements de comportement des acteurs. Je pense aussi à tout le travail que nous avons fait en Afghanistan, par exemple, en dialoguant à la fois avec les Américains et le gouvernement afghan, mais aussi avec les talibans sur, par exemple, le fait qu'il faut protéger les hôpitaux, il ne faut pas entrer dans les hôpitaux portant des armes ou des choses comme ça. Il y a des messages qu'on arrive à faire passer. D'autres, c'est parfois beaucoup plus difficile. Et vous avez travaillé aussi sur le terrain. Donc, comment réussirez-vous à vraiment voir ces colonels de guerre, voir ces personnes en pouvoir? Alors, c'est tout un travail d'approche. Il faut évidemment créer des réseaux, parce que le CICR, nous n'a pas d'autre influence ou pas d'autre arme, on pourrait dire, que notre dialogue et notre force de persévérance. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on n'accepte pas aisément une réponse qui dit non au CICR. Donc, ça va arriver souvent, quelqu'un va dire non. Le lendemain, il faut revenir, il faut insister, il faut souligner l'importance. Et quand on réussit à établir une relation de dialogue direct, quand on voit que notre seul motif est humanitaire, que nous ne sommes pas un acteur qui venons avec une perspective politique, mais que nous venons vraiment pour mettre en avant la souffrance de la population et comment on peut aider à améliorer la situation des civils, alors la plupart du temps, on arrive à progresser dans ce sens-là. Et maintenant, vous êtes en Chine et vous venez régulièrement en Chine pendant ces dernières années. Donc, quels sont les projets en cours entre la Chine et la CICR? Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre que le monde, évidemment, autour de nous a changé énormément. Comparé à il y a 20 ans, il y a de nouveaux acteurs d'influence sur le plan des États, et la Chine est évidemment très centrale dans ce sens-là. C'était donc très important, il y a 8 ans, quand nous avons ouvert notre délégation ici à Beijing, de pouvoir développer des relations régulières avec les différents ministères, en premier lieu le ministère des Affaires étrangères, pour améliorer la connaissance de l'organisation, travailler dans différents domaines de développement sur le plan du droit international humanitaire, aussi de travailler de manière proche avec nos collègues de la Croix-Rouge chinoise, et puis de chercher évidemment des opportunités de partenariat dans des activités du CICR, donc comme la Chine a contribué l'année dernière à l'activité du CICR en Syrie, mais nous espérons aussi pouvoir élargir ça à l'avenir à l'Afghanistan, à des contextes africains, où je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt de collaboration mutuelle.
Protéger et aider les populations menacées par la guerre, c'est la mission du CICR, une organisation indépendante et neutre. La Croix-Rouge apporte son aide à tout le monde sans discrimination, indépendamment des opinions politiques, de l'ethnie ou de la religion des individus. Nous sommes en guerre, les bombes nous tombent dessus de toutes parts, on a besoin d'aide. Pour les blessés, il ne fait aucun doute que la rapidité des secours est une question de vie ou de mort. Le CICR remplit précisément ce rôle de secours d'urgence. Vous devez aider ces gens. La guerre détruit tout, notamment les structures et les équipements hospitaliers, si bien que les blessés n'ont aucun moyen de recevoir les soins dont ils ont besoin. Et les médecins eux-mêmes sont bien souvent en situation de danger de mort. Regardez tous ces os. Ils ont été réduits en morceaux. Le personnel médical de la Croix-Rouge apporte son aide aux blessés en fonction de leurs besoins. Nous ne faisons aucune discrimination. On soigne en priorité les blessés par arme à feu, sans se soucier qu'ils soient militaires, civils, ni même de quel camp ils sont. Bien que les droits des victimes de la guerre soient protégés par le droit humanitaire international, on voit chaque année des millions de personnes chassées de chez elles, à la recherche d'un endroit pour se protéger, faisant face aux maladies et à la famine. Pour ces personnes, le CICR fournit des équipements d'urgence, à savoir des rations alimentaires, des médicaments et de l'eau potable. Regardez ces 2 sacs d'eau, on voit la différence. Ça, c'est l'eau du fleuve, et ça, c'est l'eau fournie par la Croix-Rouge. Dans ce monde jamais en paix, la Croix-Rouge apporte un peu d'espoir et de sollicitude. Avec les efforts de tous, le CICR pourra continuer à apporter de l'espoir à davantage de monde, à ces millions de personnes qui, chaque année, subissent la guerre ou des situations de danger. Et vous avez des moments inoubliables pendant votre travail sur le terrain? Oui, il y a des moments inoubliables. J'ai jamais oublié au Pérou, quand j'étais vraiment tout au début de mon parcours sur une place de village où on était en train de donner des consultations médicales et où la population arrivait le matin pour faire le marché et où 2 groupes armés se sont tout à coup affrontés au milieu de la place du village, où il y a eu beaucoup de morts autour de nous et où il y avait aussi un moment très menaçant pour nous comme équipe. Mais après, on a aussi pu aider pour l'évacuation des blessés et puis vraiment pour faire une différence pour beaucoup de gens. Donc évidemment, c'est des moments qu'on n'oublie pas et qu'on n'oublie jamais. Je n'ai pas non plus oublié les mois que j'ai passés dans Kaboul sous les bombardements au milieu des années 90, dans une situation où la population civile était confrontée vraiment à des excès extrêmes des partis. Et en Bosnie, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que je me suis souvent posé la question, en fait, qui est-ce que je serais moi si j'étais né en Bosnie, si j'étais moi-même bosniaque? Est-ce que je serais un des acteurs dans le groupe armé, ou je serais un journaliste critique, ou je serais un acteur engagé dans le social ou d'autres choses? Et je crois que la seule réponse honnête qu'on peut donner, c'est qu'on ne sait pas qui on serait soi-même si on était pris dans sa propre société dans une situation de conflit. Et ça m'a toujours amené à me méfier beaucoup de porter un jugement sur les gens, parce que c'est vrai que si on veut influencer les comportements et les changements, il ne faut pas d'abord juger, il faut d'abord s'asseoir et dialoguer. Est-ce que vous avez confronté à des moments difficiles où vous vous trouvez difficile de rester impartial? Oui, c'est sûr. Je pense que les fois où c'est le plus difficile, c'est quand on est dans des situations où il y a un déséquilibre évident entre finalement la manière dont une population d'un côté est affectée plus gravement qu'une autre. À ce moment-là, ça devient très difficile émotionnellement. Une autre situation que j'ai toujours trouvée difficile, c'est quand on sort d'un lieu de détention. Le CICR visite dans à peu près 90 pays du monde des prisonniers. On a chaque année 1 demi-million de personnes qu'on visite comme ça pour vérifier les conditions, le traitement. Et ça va vraiment de différents pays. Comme vous savez, on visite à Guantanamo, par exemple, ou en Afghanistan, en Irak, dans différents pays africains, en Somalie et ailleurs.
Et c'est un travail très important quand on voit parfois, dans certaines situations, à quoi les détenus sont confrontés et quel type de traitement il y a dans des lieux de détention. Quand on sort, l'instinct, le premier, c'est on a envie de parler à quelqu'un de ça. Mais de nouveau, l'idée, c'est le lendemain, la semaine d'après, il faut retourner dans ce lieu pour pouvoir être régulièrement présent, pour pouvoir influencer des changements. C'est ça qui est au cœur de notre travail. Vous avez des regrets? Il y a certainement des situations dont je me souviens où je me suis ensuite posé la question, est-ce que j'ai suffisamment insisté dans cet entretien, ou est-ce que j'ai poussé l'interlocuteur suffisamment loin, est-ce que j'étais moi-même suffisamment dur? Puis on a toujours un peu ce mélange entre la conviction qu'on a pour pouvoir atteindre des populations et puis le souci qu'on a pour la sécurité de ses propres équipes. Donc c'est toujours un peu un équilibre à trouver. Mais donc on est, bien sûr, à titre individuel, il y a toujours des situations où on pense après, là j'aurais dû insister un petit peu plus. Parlons de l'équipe. Est-ce que vous avez côtoyé le danger? Est-ce que vous avez été souvent menacé? Vous êtes aussi menacé? Alors j'ai eu des situations de sécurité très délicates, notamment pendant l'expérience en Afghanistan, mais aussi en Bosnie, parce que dans les deux endroits, il y avait des situations où l'artillerie était utilisée, l'aviation était utilisée. Ce qui est parfois le plus délicat, c'est quand vous traversez une ligne de front, parce que vous savez que vous arrivez au dernier checkpoint d'un côté, et que vous voyez bien que les combattants qui sont là se demandent comment c'est possible que quelqu'un traverse la ligne, puisque eux, toute la journée, ils sont dans des échanges de tirs, et de l'autre côté, c'est l'ennemi. Et vous allez passer. Et donc leur question naturelle, c'est, mais s'il passe, il va peut-être donner des informations sur ce qu'il a vu de notre côté. Et je pense que les gens sont convaincus uniquement quand vous revenez et que vous partagez aucune information avec eux sur ce que vous avez vu de l'autre côté. Là, tout à coup, ils se disent, OK, peut-être que c'est cette façon-là de travailler. Et ça, c'est les moments où vous pouvez être face à des gens qui sont très agressifs, très menaçants. Et j'ai souvent vu en Afghanistan, par exemple, que nos collègues afghans étaient nettement meilleurs quand il fallait négocier dans ces situations-là que nous comme étrangers, parce qu'ils connaissent évidemment beaucoup mieux la réalité locale, la manière de dialoguer, la manière de calmer un acteur qui est très énervé avec son arme. Et donc il faut pas mal de sensibilité dans ces moments-là. Mais vous avez eu peur? Bien sûr, ça m'est arrivé souvent. Mais comment vous pouvez vous convaincre qu'il faut que je continue, il ne faut pas que je me recule? Parce que justement, on n'est pas engagé dans quelque chose qui est uniquement pour une perspective privée ou individuelle. Parce qu'en réalité, si vous hésitez ou si vous n'avez pas la force de continuer, vous savez aussi qu'il y a des activités que vous n'allez pas pouvoir réaliser pour des populations qui sont dans le besoin. Si vous ne traversez pas, vous n'allez peut-être pas voir les prisonniers, vous n'allez peut-être pas pouvoir ramener les blessés à l'hôpital. Et c'est aussi parce que vous êtes porteur de cette conviction qu'il y a une différence à faire pour des populations que ça vous donne l'énergie. Mais très souvent, on est évidemment confronté à la peur et aux soucis pour une équipe, pour soi-même, et ça, il ne faut pas le nier. Et est-ce que la famille est toujours pour votre travail? Bon, c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez une famille, en particulier avec des enfants, c'est un peu une autre notion, parce qu'il y a une double responsabilité. Il y a une responsabilité vis-à-vis des équipes, mais aussi de la famille. Et ça m'est arrivé d'avoir aussi mes enfants parfois me poser la question quand je partais dans certains contextes, pour dire est-ce que c'est vraiment nécessaire ou il faut être sûr que tu vas revenir. Donc c'est vrai que quand vous avez ce genre de remarques qui vous viennent des enfants, c'est encore une autre dimension que quand vous vous posez la question vous-même. À quel point l'aide prendra-t-elle fin? Alors, en principe, on est en tout cas engagé pour la durée du conflit. C'est-à-dire que, prenons le cas d'un conflit qui s'est terminé en Bosnie-Herzégovine. On a donc travaillé pendant 3 ans et demi. Quand le conflit s'est terminé, on a encore eu un travail pendant de nombreuses années sur la question des disparus. Par exemple, c'est un problème qui est très souvent dans les contextes armés, c'est qu'il y a des gens qui disparaissent parce qu'ils ont été arrêtés ou tués. Évidemment, pendant des années, les familles vont continuer à les chercher. Et vous allez les accompagner? Voilà, on fait le travail de chercher à identifier où ces personnes ont pu disparaître. Parfois, quand il faut, il y a des lieux où des gens ont été enterrés. S'il y a des exhumations à faire, on accompagne ce travail, on essaye d'accompagner l'identification qui suit. Parce que c'est vrai, nous sommes convaincus que c'est un rôle important par rapport à la réconciliation dans un pays. Si des dizaines de milliers de familles
ne savent pas ce qui s'est passé pour un proche, c'est extraordinairement difficile pour eux de tourner la page. Il y a toujours cet espoir que quelqu'un va rentrer un jour. Chaque fois que le téléphone sonne, ils sont convaincus que c'est quelqu'un qui appelle avec une nouvelle. Or, la plupart du temps, malheureusement, c'est des gens qui ne sont plus en vie. Mais pour l'accepter, il faut être sûr. Et ça, c'est presque dans toutes les parties du monde comme ça. Nous travaillons sur l'Amérique latine, en Afrique, en Europe, en Asie, sur des situations de personnes disparues. Et c'est souvent quelque chose de très douloureux. Maintenant, ce n'est pas parce que le CICR veut perpétuer sa présence, mais c'est des dossiers qui sont très, très importants. Mais est-ce que vous vous trouvez avant dans des situations où vous êtes obligé de quitter les terrains, mais le travail de l'aide n'a pas encore fini? Ça peut arriver dans des cas particuliers où nous avons quitté des régions parce que c'était par exemple trop dangereux pour travailler ou parce qu'il y avait eu des attaques particulièrement graves contre le CICR directement, ce qui est arrivé à plusieurs reprises. Nous avons dû parfois décider. Notre tentative est de rester le plus longtemps possible, mais il y a évidemment une responsabilité vis-à-vis du personnel. Ça peut arriver qu'on doive se retirer entièrement, même quand le travail n'est pas entièrement terminé, c'est clair. Et comment vous avez choisi la CICR comme métier? Alors parfois on tombe dans un métier de manière un peu inattendue. Je cherchais à faire une expérience humanitaire et en Suisse, comme je suis suisse, c'est relativement naturel. On pense très souvent, très rapidement au CICR, donc c'est ça la perspective. J'ai aussi rencontré à l'université des collègues qui avaient fait l'expérience du CICR et qui ont été très convaincus. C'était ça. Je suis parti d'abord avec l'idée de faire 2-3 ans. Maintenant, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans cette organisation. Et c'est vrai que j'ai pris la passion de ce travail depuis l'intérieur, dans des expériences en Amérique latine, en Afghanistan et en Bosnie. Et qu'est-ce qui vous a poussé à rester? Je crois que c'est tout le temps d'être confronté finalement aux populations pour qui on arrive à faire une différence. Je crois qu'il n'y a sincèrement rien de plus touchant que de pouvoir aider une famille à retrouver, par exemple, la trace d'un enfant avec lequel il était séparé pendant des combats, ce qui arrive chaque année dans de nombreux endroits. Et quand vous arrivez à identifier le lieu où cet enfant se trouve et que vous retrouvez la trace de la famille à l'autre bout du pays et que vous permettez aux gens de se retrouver, c'est une émotion d'une pureté mais aussi d'une puissance incroyable. Et j'étais souvent frappé dans les pays où j'ai travaillé par finalement la situation et le courage de beaucoup d'acteurs locaux. Donc, par exemple, très souvent, que ce soit en Afghanistan, mais je l'ai vu aussi en Irak pendant les années 2003 à 2005, où chaque jour des médecins vont laisser leur famille à la maison, vont aller le matin à l'hôpital en prenant d'énormes risques eux-mêmes. Et quand vous voyez quels sont les risques que les gens sont prêts à prendre localement, qui eux-mêmes sont affectés par ces événements, ça vous donne énormément de courage et de force pour travailler dans ce... Ça vous rend absolument convaincu que ça vaut la peine de vous engager et de continuer à vous engager. Mais je suppose que la guerre, ça donne à des situations quelquefois très atroces ou cruelles. Donc, est-ce que dans le groupe, il y a finalement des gens qui renoncent et qui ne supportent pas, qui va dire je vais renoncer? Est-ce qu'il arrive? Non, c'est certain. Il y a par exemple des collègues du CICR qui étaient présents au Rwanda lors du génocide au milieu des années 90 ou des collègues qui étaient à Srebrenica juste au moment des événements, aussi au milieu des années 90, ou des collègues qui sont actuellement confrontés à l'impact extrêmement dramatique du conflit en Syrie. Et c'est clair que chacun et chacune d'entre nous va réagir différemment. Finalement, ce qu'on apprend, et ça c'est difficile, c'est à quel point les êtres humains sont capables d'infliger les pires souffrances à d'autres êtres humains. C'est à ça qu'on est confronté au quotidien. Et même si on cherche à influencer des changements de comportement, on sait que les résultats qu'on obtient, c'est parfois des résultats modestes en comparaison avec les niveaux de violence. Donc ça peut être très dur de tenir. Mais je pense aussi qu'il y a une très grande force dans la volonté collective du CICR de continuer à s'engager. C'est aussi pour ça que ça fait 150 ans qu'on existe. C'est pourquoi il y a un membre de votre organisation qui a dit qu'il ne faut pas pleurer avec les victimes. Il faut que vous soyez ferme. Alors je pense qu'il faut un mélange. Il faut réussir à être ferme et parfois un tout petit peu à probablement être plus dur vis-à-vis de l'extérieur que ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Parce que je ne crois pas qu'il y ait qui que ce soit au CICR qui passe à travers ces expériences sans avoir des moments où on verse une larme ou un moment où on est tellement profondément touché, ému, qu'on ne sait plus très très bien comment faire.
Donc je crois qu'il ne faut pas contribuer à une image que l'humanitaire, c'est une espèce d'équipe de gens totalement héroïques et qui sont capables de tenir en toutes circonstances. Je pense que nous avons les mêmes faiblesses, émotions et surtout beaucoup de doutes au quotidien, parce que vous ne savez jamais, est-ce que j'ai suffisamment insisté, est-ce que j'ai poussé assez, est-ce que je devrais aller plus loin. Le courage individuel, évidemment, il touche à ses propres limites. Donc il y a un peu ce mélange. Il faut parfois tenir, il faut un peu la robustesse, mais il faut aussi toute la sensibilité pour pouvoir reconnaître que ce qu'on voit, c'est quand même très difficile souvent. On est tous des êtres humains. Absolument. Et puis personne au CICR, ou personne qui travaille au CICR non plus, n'est arrivé dans ce monde neutre. C'est-à-dire qu'on a tous nos émotions, on a tous nos convictions, on voit une situation, la première chose qu'on a en fait naturellement envie, c'est de dénoncer la souffrance de la population, c'est de pouvoir condamner un acteur qui est responsable de ces violations. Puis en même temps, on sait, si on fait ça, le lendemain, on perd l'accès à ces populations. Donc finalement, c'est un choix aussi. On peut décider qu'on veut faire autre chose, qu'on veut faire une action plus politique. À ce moment-là, il faut quitter le CICR et faire ça ailleurs. Mais au CICR, c'est un peu un choix délibéré, de retenue sur un plan politique. Nous sommes une organisation qui n'est pas politique. Nous avons pour motif d'atteindre les populations et de les aider. Pour ça, il faut se mettre soi-même un peu en recul, avec ses propres opinions, ses propres envies. Mais à l'intérieur, c'est sûr que les convictions et les sentiments et les émotions sont tout aussi fortes que n'importe qui. Et vous avez aussi fait des études sur les conflits armés contemporains. Donc, quels sont les nouveaux défis pour la Croix-Rouge aujourd'hui? Alors, les défis principaux, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à des conflits qui sont moins idéologiques en nature. Si on compare à la période de la guerre froide, où évidemment c'était très fortement idéologique à l'époque, aujourd'hui on est dans des conflits qui sont beaucoup plus pour un mélange d'accès à des ressources naturelles, pour des questions où vous avez un mélange d'acteurs politiques et criminels dans beaucoup de contextes, ce qui fragmente beaucoup les acteurs. Donc, dans les années 80 en Amérique centrale, vous auriez eu un gouvernement, un groupe d'opposition, ou peut-être deux. Les choses étaient assez claires. Aujourd'hui, par exemple, dans l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes confrontés à une cinquantaine de groupes armés. Donc ça rend pour la population, mais aussi pour nous, la situation très complexe pour comprendre qui sont ces différents acteurs, quels sont leurs motifs, à qui il faut parler quand vous voulez intervenir sur un sujet. Donc ça, c'est une des caractéristiques. L'autre, c'est évidemment que nous sommes actuellement avec des conflits de longue durée et certaines urgences nouvelles, comme la Syrie ou le Mali. Donc il faut réussir à intégrer ces différents paramètres. Et puis je pense que c'est aussi que les formes de conflits changent. On a eu l'expérience de ces dernières années avec les interventions internationales en Irak et en Afghanistan. C'était des interventions conventionnelles avec des troupes sur le terrain. Aujourd'hui, on voit quand même qu'une partie de ces interventions vont aller vers d'autres méthodes, à la fois l'engagement de forces spéciales, l'utilisation de drones. Donc on voit aussi que les méthodes de guerre évoluent en permanence et le CICR doit toujours aussi réussir à s'adapter à ces réalités-là. Comme vous et beaucoup de membres de votre organisation a été témoins des conflits armés, donc quelle est votre réflexion sur la guerre, sur des conflits armés? Sur les conflits eux-mêmes, ce qui me frappe beaucoup, c'est précisément à quel point il y a peu de conflits qui ont été terminés ces dernières années. J'ai vécu la Bosnie, c'est un conflit qui s'est arrêté à un moment donné avec une négociation. Mais si vous pensez à la plupart des autres, il y a très peu qui se terminent de façon négociée. Et même si le CICR n'est pas un acteur politique, ça me frappe parce que ça signale le besoin d'un engagement de la communauté internationale, beaucoup plus dans le sens de la médiation et du dialogue pour sortir de ces crises. Parce que le CICR reste pendant des dizaines d'années dans des contextes. Donc on voit aussi à quel point l'action politique, pas menée par nous, parce que ce n'est pas notre rôle, mais menée par d'autres, est nécessaire pour que des sorties de conflits soient trouvées. On a vécu beaucoup sous le réflexe de l'intervention militaire dans les situations de crise. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire que l'action politique et de médiation soit renforcée sur le plan international. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Krahn-Buhl, d'avoir partagé votre expérience avec nos téléspectateurs et on souhaite tous la paix dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup.